Ouais, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'île de loisirs de Cergy-Pontoise et sous les chapiteaux du cirque Cherche-Trouve pour la grande fête du livre de jeunesse, Lire en Short. Merci à tous les partenaires de cette fête, tous ceux qui ont rendu cette fête possible, organisée par le ministère de la Culture et coordonnée par le Centre national du livre avec le Salon du livre de jeunesse à Montreuil. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui nous fait le grand plaisir et le grand bonheur de venir ouvrir cette fête. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, bonjour les enfants, bonjour les accompagnants des enfants. Très bien. J'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes de retour à l'école. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que quand j'ai conçu cet événement, cette fête de la lecture jeunesse, j'ai d'abord pensé à vous en réalité. J'ai pensé à moi quand j'étais petite, quand j'avais votre âge. J'ai pensé à ma petite fille. J'ai une petite fille qui a 11 ans, qui vient d'avoir 11 ans et qui adore les livres. Et en fait, je me suis dit, pour les enfants qui n'ont pas forcément la chance de partir en vacances ou qui ne sont pas encore partis en vacances et qui peuvent avoir l'occasion de découvrir des livres, que ce soit des BD, des livres un peu plus gros, des cartonnés, des mous, des vieux, des plus récents, avec des images ou sans images, eh bien j'avais envie, avec d'autres partenaires qui sont ici, de vous donner l'occasion d'aller à la rencontre des livres ou que les livres viennent à votre rencontre. Parce que, vous savez, moi j'ai appris à lire quand j'avais 4 ans, parce que je m'étais cassé la jambe en faisant du ski, figurez-vous. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de plâtre de marche. Et donc, pendant 2 mois, j'ai été coincée avec mon plâtre sur un canapé et je ne pouvais absolument rien faire. Je ne pouvais plus voir mes copains, je ne pouvais plus aller à l'école, je ne pouvais plus rien faire. Et donc, évidemment, je m'ennuyais un peu. C'était l'époque où il n'y avait pas les téléphones où on pouvait regarder des trucs sur YouTube, on ne pouvait pas regarder Norman ou Cyprien, on ne pouvait pas regarder des dessins animés toute la journée. Il n'y avait que le soir, un peu, il y avait Candy un peu l'après-midi, et puis Goldorak un petit peu, mais enfin on ne pouvait pas regarder toute la journée, donc je m'ennuyais un peu et j'ai appris à lire. Et depuis, je n'ai jamais cessé parce que quand on lit, on ne s'ennuie jamais en fait. Et moi, je ne suis pas là pour critiquer. Il y en a qui disent ouais, quand on lit des BD, c'est pas de la bonne littérature. Moi, je pense qu'un livre, c'est un livre, c'est important pour se créer un imaginaire, parce que c'est beaucoup mieux qu'un film, par exemple, ou qu'un dessin animé, parce que dans le livre que vous lisez, c'est vous qui imaginez la tête des personnages, c'est vous qui imaginez les décors, l'intérieur des maisons, les châteaux, les personnages. Donc c'est vous en fait qui créez un peu. Ça vous laisse beaucoup plus de liberté, et finalement, c'est beaucoup plus sympathique que d'être... On me sabote mon cours. D'avoir tout cuit en fait en regardant un film où finalement il y a peu d'espace pour l'imagination. Donc quand vous lisez, c'est vous le chef en fait, et c'est ça qui est vraiment génial. Donc moi je voulais vraiment vous donner la possibilité de faire tout un tas de trucs sympas. Ça ne doit pas être conçu comme une contrainte, ça doit être voilà, quelque chose de festif, de joyeux, parce que le livre c'est la joie, c'est le plaisir. On ne va pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie, c'est comme vous voulez, et c'est vous qui construisez votre rapport aux livres, aux personnages des livres, aux auteurs. Et c'est vraiment comme ça qu'on a voulu les choses, pas ennuyeuses, marrantes, voilà. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ces siestes littéraires, ces balles littéraires. Il y a des ateliers, il y a tout un tas de trucs qui sont rigolos. Et c'est comme ça que doit être la culture, ça doit être un plaisir et une joie, et jamais une contrainte, parce que quand c'est une contrainte, et ben après on fait, et puis après on oublie, et ça ne marque pas pour toute la vie. Et ce qui est important, c'est que là, vous fassiez des choses qui vous marquent pour toute la vie. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je voudrais remercier quand même tous les partenaires, je ne vais pas tous les citer parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps, mais sachez que dans toute la France, là on est ici à la base de loisirs de Cergy, à l'école du cirque, mais que dans toute la France, il y a des milliers d'événements, un peu comme celui-là, où plein d'enfants comme vous vont pouvoir avoir des livres entre les mains, ou rencontrer des auteurs, ou écrire eux-mêmes des choses. Et donc ça va être formidable pendant 15 jours, à la plage, dans les quartiers, en bas des immeubles, un peu partout. Il y aura des livres partout, c'est la fête des livres. Donc merci beaucoup à Sylvie Vassalo et à Vincent Monadet qui ont été les artisans de cette grande fête. Merci à tous les partenaires. Merci aussi à la mairie de Cergy, à la communauté d'agglomération, au conseil régional et au conseil départemental qui nous accompagnent, et puis à tous les partenaires dans toute la France qui vont vous aider à faire de cette fête des livres une vraie joie et un vrai moment de partage avec vos copains et avec vos familles.
Voilà, les enfants, très bonne fête du livre à vous et amusez-vous bien. Je vais passer la parole à Timothée Trombel qui va vous faire une lecture. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment un très très grand héros. D'ailleurs, je trouve que son nom est un peu un nom de héros de ses livres. En tout cas, moi, c'est le héros de ma fille. Elle adore Toby Loveless. Et donc, Timothée va nous faire l'amitié de lire. C'est ça, hein ? Merci. Je vous explique l'idée. Ça a été une idée des organisateurs de cette grande fête, de cette grande quinzaine du livre, qui était de choisir un texte et de commencer par un livre. Ce serait bête de commencer une fête autrement que par un livre. Et ils ont choisi un livre qui est un livre de Guillaume Guéraud, qui est un collègue auteur, qui s'appelle « Je sauve le monde dès que je m'ennuie ». Et ce livre-là, ils l'ont confié dans les 4 lieux, à Marseille, à Bordeaux, en Normandie, et ici, à des gens différents qui allaient le partager pour démarrer cette grande aventure du livre autour d'un livre. Et étrangement, ils ont demandé à un auteur pour ce site-là, défendre ce texte, de partager ce texte de Guillaume Guéraud, que j'ai dans ma poche. Et moi, j'ai décidé de ne pas le faire tout seul et de demander à Gilles Bessette, qui est ici, de le lire avec moi, avec sa voix à lui, et sa voix, c'est ses doigts. Et voilà. Alors, je crois qu'on peut commencer. Je sauve le monde dès que je m'ennuie, un roman de Guillaume Guéraud. Les redoutables monstres du lagon sanglant vont faire dans leur froc, parce que je vais les affronter sans trembler, et parce que je vais les découper en 3 millions de petits morceaux. Le vent gonfle les voiles du Triton, mon insubmersible navire, au cœur des Caraïbes. Le ciel est parfaitement dégagé, de nombreux remous agitent la mer, et des baleineaux chaloupent de tous les côtés pour me saluer. Au moins 180 000 kilomètres séparent la lune de mon école. C'est pas la porte à côté, mais je fais le voyage en un clin d'œil, sans même bouger, quand ça me chante. Je décolle dès que je m'ennuie, et je m'ennuie souvent. Surtout en classe, à cause de toutes ces lignes à recopier. Le tableau noir manque de fusées, de combats intergalactiques, de sauts périlleux et de chevaliers Jedi. Alors je transforme toutes les craies en missiles et j'effectue 1000 cabrioles. Mon cartable est un vaisseau spatial, mes cahiers sont des boucliers atomiques, ma trousse est un arsenal plein de gadgets imparables. Je manipule mon compas comme un sabre laser pour lutter contre les soldats de l'étoile de la mort. Tout ça sous le regard de mon affreuse maîtresse, Madame Charbonneau, pendant que mes camarades ricanent. Je lève mon poing vers le ciel pour bondir, comme Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. T'as trop regardé Toy Story et la guerre des étoiles, se moque Kevin. Kevin est le gros costaud de la classe. Tout le monde veut être son ami sauf moi. Il est fort en maths et en sport. Une fois, lors d'une partie de foot, au parc, il a shooté si fort que le ballon a traversé les grilles. Tu parles. Il bombe le torse, mais je lui briserai un jour tous les os avec mes 2 petits doigts. Mon ami à moi, c'est Naruto. Ouais, celui des mangas. Il m'a appris à balancer des shurikens, alors j'en envoie une dizaine dans le crâne de Kevin pour impressionner Lisa. Lisa est la plus jolie fille de toute l'école. Elle est forte en tout,
Et tout le monde est amoureux d'elle. Même moi. Kevin fait constamment son malin devant elle. Il se paye ma tronche. Tu me gênes, Eugène? Et il pointe un doigt contre sa tempe pour bien faire comprendre que je suis toc-toc marteau. Tant pis. Tant pis, je décolle. Et tout s'efface. Je pars loin de là. Et j'accomplis des exploits plus incroyables que n'importe quoi. Et je deviens un vrai héros, le genre de type beau et sacrément courageux que tout le monde adore. Ouais, vu que je me donne le beau rôle, le meilleur rôle. Je rebondis entre les cratères. Je jongle avec les météores. Je bataille contre les mutants de la face obscure. Et je démolis la base lunaire du diabolique professeur Charbonax. Je m'aventure même bien au-delà dans l'espace. La fois où j'ai dû sauver tous les élèves de l'école qui étaient prisonniers des Martiens, par exemple, ou quand j'ai atterri sur la galaxie nébuleuse aux commandes de ma navette Titan pour libérer Lisa des androïdes. Sans compter les armées de mutants que j'ai décimées, et la pluie de comètes à travers laquelle j'ai slalomé, et les rayons laser, et les trous noirs, et les supernovas, et les champs de mines cosmiques. Je me souviens que les chevaliers de Jedi voulaient me recruter dans leur meilleur escadron. Je leur ai dit, désolé les gars, mais je tiens à rester indépendant. La Lune est un de mes terrains d'aventure préférés. Mais contrairement à ce que dit Madame Charbonneau, je n'y vais plus beaucoup. Je préfère maintenant parcourir les mers et les océans, tel un vrai pirate. Mon navire, le Triton, file aussi vite que le vent. C'est avec ses voiles que j'ai fait le tour du monde. C'est à son bord que j'ai réussi à sauver de la noyade tous les naufragés du Titanic. C'est avec ces canons que j'ai mis fin à la guerre du Pacifique. Et c'est derrière ces hublots que je salue les cachalots. Il se passe toujours des choses incroyables en mer. Entre les poulpes géants, les méduses carnivores, les scaphandres zombies qui me poursuivent sans relâche, les bateaux fantômes qui tentent de me flanquer la trouille, le sous-marin atomique du professeur Charbonax, et Lisa qui danse avec un collier à fleurs sur les plages des Caraïbes. Avec tout ça, j'ai pas le temps de moisir. Alors les tables de multiplication, je me prends la tête entre les mains pour la maintenir au-dessus de mon cahier. 3 x 8 égale 24. 3 x 9 égale 27. Je dois me concentrer pour éviter de naviguer. 4 x 4 égale 16. Tu parles d'un événement et il y en a comme ça des lignes et des lignes. 5 x 6 égale 30. 5 x 7 égale 35. Arrivé au résultat de 5 x 8, impossible de rester en place. Je me laisse emporter par les 40e rugissants qui soufflent sous mon crâne. La tempête fait rage, alors je grimpe sur ma chaise pour éviter les vagues qui s'écrasent sur le pont. Eugène! Claironne Madame Charbonneau, assieds-toi correctement. Il faut écouter, il faut apprendre, il faut réciter. Tu parles d'une aventure. La sonnerie qui annonce la fin de l'école me sauve. Je vire de bord en moulinant la roue du gouvernail. Je me précipite vers la sortie avec tous les élèves. Je respire. Le vent m'ébouriffe les cheveux, aussi sauvagement qu'un saut en parachute. Kevin bombe le torse. Kevin a les cheveux ras, genre militaire, alors le vent ne le décoiffe pas. Kevin s'empare d'un ballon et shoot puissamment dedans. On se met tous à courir derrière lui en direction du parc. Les dents blanches de Lisa étincellent et mon sabre brille de 1000 éclats. Mais je me concentre sur le trottoir. J'évite de poursuivre mes histoires dans la rue car c'est trop risqué. Je me suis souvent retrouvé perdu, je ne sais où, à force de marcher en cogitant. Et j'ai un jour manqué de me faire renverser par un cachalot de 38 tonnes en traversant un carrefour sans regarder parce que j'étais occupé à désamorcer une bombe qui menaçait de faire sauter la ville. C'est comme ça dans ma tête. C'est comme ça, ça déborde et ça rebondit de tous les côtés. Parce que c'est plein de pirates et de martiens et de cow-boys japonais.
avec leur attirail de rayons laser et tout le tremblement. Il y a des vagues, il y a des combats, il y a un tas de péripéties, il y a toujours de quoi tournoyer, pas comme dans mes cahiers, pas comme pendant un pauvre petit match au parc ou au jardin, dans la cour de récré. Je galope à travers des paysages sauvages, tel un cavalier intrépide. Aucun danger ne m'arrête. Je surmonte tous les obstacles et je lance des éclairs à ceux qui me regardent de travers. Dark Vador a la chair de poule à mon approche et les vampires claquent des dents quand ils me voient. 1000 histoires et autant de victoires. 1000 histoires et autant de victoires. Je m'invente de nouveaux ennemis, histoire de changer un peu. J'ai un tas de méchants en réserve. Le caméléon Foutraque, le noctambule aux yeux jaunes, le réfrigérateur de la mort, le millionnaire suceur de sang, la kamikaze en fauteuil roulant, le cuisinier cannibale des cannibaux, la poubelle atomique, le curé au crucifix coupant, le scorpion nucléaire des neiges. Tu parles, c'est un vrai carnage quand je les affronte. Tu as des devoirs? C'est mon père. J'ouvre mon cahier de texte et renverse la tête en arrière pour contempler le drapeau pirate qui flotte au sommet du Triton. À quoi tu rêvasses? Aux mers du Sud. Pense plutôt à tes leçons. Parce que pendant que ton imagination vagabonde sur les flots, tu n'en ramènes pas une à l'école. Le bruit des vagues et le son des canons emportent ces paroles. Les voiles de mon navire claquent fermement. Mes oreilles bourdonnent. Je liquide des conquistadors espagnols. Jusqu'à ce que ma mère me rattrape. Reviens parmi nous, Eugène, on passe à table. J'accoste à la cuisine. Je préférerais déguster du poisson-chat en compagnie de mon équipage dans une taverne agitée, mais je me contente des tomates farcies préparées par mes parents. La nappe ondule, et je me lèche les babines en imaginant les plus grands cuisiniers se battre pour me préparer de succulents millefeuilles. Je rigole. Jacques Sparrow est mon fidèle matelot, et Naruto m'enseigne le judo. Je donne à Kevin et à Madame Charbonneau les plus mauvais rôles. Lisa peut aussi bien être une princesse qui m'attend au beau milieu de l'Amazonie qu'une pauvre orpheline que je dois secourir au sommet du Kilimandjaro. Je fonce la tête la première, transformant mes doigts en revolver pour décimer mes adversaires, faisant bang, bang, pour imiter le bruit des coups de feu, et schlac, schlac, avec la lame de mon sabre. James Bond n'arrive pas à me suivre. Les chevaliers Jedi se mélangent les pinceaux, et même Spider-Man reste à la traîne derrière moi. Pourquoi es-tu encore dans la lune, s'inquiète ma mère. Je trouve 1 million de réponses valables à lui donner. Il y a tous ces gens fatigués dans la rue. Il y a toutes ces affiches publicitaires et toutes ces poubelles. Il y a tout ce goudron et tout ce béton et toutes ces questions. Il y a toutes ces règles et toutes ces consignes que je ne comprends pas. Il y a tout ce vent. Sauf que je ne dis rien. Des arcs électriques crépitent et je décroche des millions de flèches pour transpercer les murs. Je me rends ce matin à l'école en longeant les côtes du Japon. Prenez une feuille et décrivez votre héros préféré, nous commande la maîtresse. J'amarre le Triton dans le port de Nagoya pour rendre visite à mon ami Naruto. Naruto! 7 samouraïs m'attendent sur les quais. Leurs yeux plissés brillent comme des couteaux.
Ils inclinent la tête vers moi en guise de reconnaissance. Capitaine, sans gêne, me salue-t-il. Le shogun Kirabono et la bande de Kevin la Vermine volent les récoltes de riz aux pauvres paysans. Les ongles du shogun Kirabono ressemblent à des poignards. Ne vous inquiétez pas, je garantis. Je vais vous aider à lutter contre ce démon sanguinaire et ses pillards. Je parle parfaitement japonais. Depuis le voyage que j'ai fait avec Shihiro à travers les forêts de Miyazaki. De gros nuages noirs obscurcissent le ciel et je marche avec les 7 samouraïs sur le sentier des bambous volants. On longe des rizières jusqu'à un petit village isolé, des maisons en ruine, des gens affamés et le tonnerre qui gronde. On me prévient, il faut que tu saches que Lisa est prisonnière de la forteresse des pandas géants. Je devrais raconter mes histoires à Lisa. Je voudrais lui dire qu'elle fait partie de la plupart de mes voyages, sauf que j'ai peur de passer pour un cinglé. Lisa adore lire des livres, mais elle se moque des mangas dont je fais volter les pages. Elle ne soupçonne pas que je suis un combattant farouche. Elle ignore qu'un vieux guerrier aveugle m'a appris à manier le sabre et le fouet, et que je connais toutes les techniques d'assaut des maîtres Shaolin. Mon aventure préférée, c'est quand j'ai fait le tour du monde avec elle. On déclenchait la révolution dans tous les pays. Et le peuple nous acclamait après avoir coupé la tête de Carbonneau. C'était tellement génial que de temps en temps je me replonge dedans en inventant de nouvelles péripéties. Des fois, à la fin, malgré mon costume de pirate, elle me reconnaît. Eugène, tu es le capitaine sans gêne. Et ça l'épate. Ça l'épate tellement qu'elle tombe amoureuse de moi. Et je dois aller voir un spécialiste. Parce que mon attitude pose des problèmes à la maîtresse. Parce que mes voyages posent des problèmes à mes parents. Parce que mes décollages et mes atterrissages posent des problèmes à un tas de monde autour de moi. Spécialiste de quoi? Je demande en traînant les pieds. Monte dans la voiture, me répond mon père. J'ai déjà vu un saxophoniste et un neuropédiatre. Une orthophoniste et un neuropédiatre, corrige mon père. Ils m'ont fait passer des tests et m'ont posé des questions. Tu parles. Je dois maintenant voir un messie contorsionniste. Un pédopsycomportementaliste, corrige ma mère. La pluie zèbre les vitres de la voiture. J'espère qu'un déluge va inonder la chaussée et provoquer des accidents affreux pour nous empêcher d'aller plus loin. Sauf que ça ne marche pas. On arrive sans problème. Ce nouveau spécialiste s'appelle le docteur Lesage. Et je lui colle le surnom de docteur Le Singe. Il a des yeux globuleux, ses sourcils sont broussailleux. Un poster de King Kong est sur le mur de son bureau. Mes parents discutent un moment avec lui. Notre fille se comporte comme un train qui déraille, se lamente mon père. Toujours à foncer la tête la première, je ne sais où, déplore ma mère. Et aussi que je suis inattentif en classe et abonné aux mauvaises notes. Le singe doit en avoir marre de les écouter parce qu'au bout de 5 minutes, il les envoie dans la salle d'attente et voilà que je me retrouve tout seul avec lui. Je me concentre sur les lacets de mes chaussures pour éviter de m'enfuir en sautant dans les lianes. Il consulte mon dossier en silence. Mon dossier, dans lequel figurent les grands mots de Madame Charbonneau. Eugène est incapable de se concentrer. Eugène est incapable de supporter les contraintes. Eugène est incapable de faire des efforts pour modifier son comportement. Les lacets de mes chaussures se transforment en scolopendres qui gigotent. Le singe me demande de lui faire des dessins. Il me demande de jouer avec des cartes. Il me demande quel temps il fait dans ma tête quand il pleut dehors. Il rigole. Et après ça, il a dit à mes parents, Eugène
rêve un peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, réagit mon père. Sa maîtresse ne partage pas votre avis. N'est-ce pas inquiétant pour son avenir, insiste ma mère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi mon avenir leur cause tant de soucis. Vu que je sauverai le monde quand je serai grand. J'apporterai de l'eau à ceux qui ont soif. Je cultiverai des champs de blé pour ceux qui ont faim. Je guérirai les malades et je construirai des maisons aux sans-abri. Je donnerai l'argent des riches aux pauvres. Je ruinerai la carrière des vilains. Et je pulvériserai les méchants. Je défendrai les opprimés. Je ferai disparaître la pollution. Et si mes parents tiennent à ce que je leur offre de belles vacances ou que je défende les bébés phoques, alors je le ferai aussi. Le gène a juste besoin de s'évader, diagnostique le singe. C'est tout ce que vous avez trouvé, s'exclame mon père comme si ça ne lui convenait pas. Juste besoin de s'évader. Mais on en a tous besoin. Les scolopendres s'agrandissent comme des serpents sur mes chaussures. Ils deviennent aussi gros que des murènes. On a tous besoin de s'évader. Le docteur rétorque à mon père en souriant. Oui, mais votre fils, lui, est capable de le faire. Il a clairement appuyé sur le mot « capable » quand il a dit ça. Il a dit ça comme si c'était un pouvoir, que j'étais le seul à posséder. Comme si je pouvais fendre les murs et briser les barreaux de n'importe quelle prison. Et m'échapper où je voulais, sans que personne ne puisse m'attraper. Et comme si tout le monde devait m'envier. Ce gars-là me plaît bien, le singe. Il faudra que je le mette dans une de mes histoires. La mer est calme ce matin. Naruto effectue des étirements en équilibre sur la proue du triton. Le docteur Le Singe est en train de prendre un coup de soleil sur le front. Harry Potter et Kevin nettoient soigneusement le pont pour éviter que je leur colle des coups de pied au derrière. Et Lisa danse sur des pétales de fleurs en sirotant des cocktails. Où va-t-on, capitaine sans gêne ? Me demande Jack Sparrow depuis son hamac. Je souris et ouvre mon cartable pour déplier mon atlas. Le sadique Carbonneau prépare certainement un nouveau plan diabolique à l'autre bout de la classe. Ses yeux se plissent comme ceux d'une tortue et le tableau noir se courbe déjà comme une carapace géante. J'oriente le gouvernail en plein vers l'équateur. Cap sur les îles Galapagos et ses trésors flamboyants. Un roman de Guillaume Guéraud aux éditions de Roc. Merci beaucoup Timothée, merci beaucoup Gilles pour cette belle lecture qui nous a entraînés sur les mers du Sud et dans l'espace. Alors, pour tout vous dire, ce livre que vous avez parcouru avec Gilles et Timothée, il se trouve à la librairie Mots et Merveilles, juste à côté dans le chapiteau Atelier. Et dans ce chapiteau-là aussi, il y a plein de choses à faire, des ateliers tampons, des ateliers badges, il y a plein de livres à découvrir, et également à la bibliothèque éphémère, où vous irez en parcourant, en allant sur
pour l'allée où vous allez découvrir aussi une exposition avec 20 images. Donc vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez même revenir ce week-end avec vos parents parce qu'il y a des activités pendant tous ces 3 jours. Et donc je vous invite tout doucement à sortir de ce chapiteau, à prendre plutôt cette sortie-là, que je vous montre. Ah non, pas du tout, la sortie là, que je vous montre aussi. Et très belle visite à vous, très beau jeu aussi, plein de jeux littéraires à faire aussi avec